Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Moi c'est Marie, je suis coach sport et nutrition et je suis là pour vous apporter des clés, des solutions pour vous guider à travers des thématiques qui vous posent problème ou sur lesquelles vous avez des questionnements. J'ai décidé de créer ce podcast pour vous inciter à marcher davantage, à faire un peu plus de NEAT, à être plus actif dans votre quotidien pour lutter contre la sédentarité. Et le but étant au final de vous accompagner dans vos marches à travers mes podcasts. Dans l'épisode du jour, nous allons parler TCA, nous allons parler troubles du comportement alimentaire. Forcément, je pense qu'à un moment donné, on était obligé de passer par là. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent que j'y suis passée, que j'ai une histoire très personnelle avec ça et que c'est ce qui m'a conduit aujourd'hui à devenir coach en sport et en nutrition. Donc on va parler troubles du comportement alimentaire. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste exactement? On va définir tout ça parce qu'un trouble du comportement alimentaire ne se résume pas uniquement à l'anorexie et à la boulimie. Il y en a beaucoup d'autres. On va voir ensemble qu'est-ce que ça implique en termes de danger et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Je pense que si je suis là aujourd'hui à vous en parler, vous avez un début de réponse. Mais on va voir tout ça ensemble. Avant de démarrer les explications sur ce podcast, je mets un petit warning trigger. On va parler troubles du comportement alimentaire. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. On va rentrer dans les détails. Je vais utiliser les mots tels qu'ils sont. Si ce sont des choses qui peuvent potentiellement vous poser problème, vous trigger à vous tout simplement, je vous invite tout simplement à ne pas écouter ce podcast. Donc les TCA, comme je vous l'ai introduit, ce sont des troubles du comportement alimentaire. Donc ce sont des troubles psychologiques, ça vient essentiellement du mental qui affectent notre relation à l'alimentation et au fait de se nourrir. Donc comme je vous l'ai cité, on a en priorité 2-3 connus qui sont l'anorexie mentale, donc c'est une restriction de la prise alimentaire à l'extrême. Ensuite, nous avons la boulimie, donc ce sont des crises de suralimentation qui se suivent de comportements compensatoires, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on a une crise alimentaire et on cherche à compenser la prise alimentaire par des vomissements, une suractivité, des laxatifs, etc. Et le troisième plus connu, c'est l'hyperphagie. Ce sont les crises d'hyperphagie, donc ce sont aussi des crises alimentaires comme dans le cadre de la boulimie, mais il n'y a pas de comportement compensatoire. Donc ça, c'était les 3 principaux, mais il y en a d'autres un peu moins connus, mais tout aussi récurrents, voire même plus présents, malgré ce qu'on peut penser. Donc il y a l'orthorexie, qui est peut-être le trouble alimentaire le plus récent, qui est de développer une obsession de manger sain, quoi qu'il arrive. Ça en devient carrément pathologique. Tout ce qui n'est pas healthy est complètement diabolisé et à bannir de son alimentation. Ensuite, il y a aussi le trouble PICA, donc c'est l'ingestion d'éléments non alimentaires comme manger du papier, de la terre, d'autres choses qui ne sont pas supposées être comestibles, et le syndrome de la rumination, le fait de régurgiter volontairement, voire même involontairement de la nourriture. Il y en a d'autres, je vais peut-être pas tous les citer, la liste serait longue, mais comme vous le voyez, il y a vraiment plusieurs troubles. Ça ne se limite pas à l'anorexie et à la boulimie. Après, bien sûr, au-delà de se priver de manger, de faire des crises alimentaires, etc., il y a aussi d'autres symptômes, comme des signes comportementaux, essentiellement l'obsession de la nourriture. On pense à ce qu'on peut manger, ce qu'on va manger, ce qu'on doit éviter de manger chaque seconde de la journée. C'est une véritable obsession pour la nourriture, le fait de pouvoir manger ou pas. La peur, panique viscérale, de prendre du poids, de devenir gros. Et bien sûr, ça s'associe à d'autres troubles comme la dépression, les troubles anxieux, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs ou même des troubles post-traumatiques. Les femmes et les jeunes femmes sont souvent les plus concernées, bien que ce sont des troubles qui touchent aussi les hommes. Alors, ils ont tendance à moins en parler, peut-être par honte, mais beaucoup d'hommes souffrent aussi, essentiellement d'anorexie d'ailleurs. Ensuite, en termes de danger pour la santé, on a bien évidemment les conséquences physiques, la perte de poids extrême ou alors le surpoids, les dérèglements hormonaux, que ce soit au niveau de l'aménorrhée, donc la perte du cycle menstruel, des problèmes évidemment au niveau cardiaque, digestif et osseux, et évidemment à terme un risque de décès. Il y a aussi les conséquences psychologiques que ça implique, comme la dépression, l'anxiété, l'isolement social, parce que évidemment
avoir un problème avec le fait de se nourrir. Ça coupe des liens sociaux qu'on peut avoir parce que qui dit vie sociale, dit sortir au restaurant, etc. C'est ce qui rassemble la nourriture. Vraiment, le partage, l'échange, le rassemblement. Si on n'a pas ça, ça devient compliqué d'avoir un lien social avec les autres. Mais au final, tout ça, d'où ça vient? Pourquoi ça nous tombe dessus? Alors, bien souvent, on va dire, pour ne pas généraliser, 80-90% du temps, le point d'émergence des troubles alimentaires vient malheureusement du cercle familial, que ce soit le rapport avec les parents, la relation qu'avaient les parents avec la nourriture, la façon dont on a été élevé par rapport à ça. 80-90% du temps, le point d'émergence est ici. Soit dans un but physique, certaines paroles de parents, les réflexions qu'on peut recevoir en étant enfant, finis ton assiette sinon tu sors pas de table, arrête de manger, tu vas grossir, ne mange pas ça, c'est pas bon pour toi, etc. Toutes ces phrases dans les oreilles d'un enfant peuvent avoir un impact décuplé, favoriser un certain perfectionnisme dans sa relation à l'alimentation ou au contraire développer une faible estime de soi, créer des traumatismes qui vont rester en grandissant. Il faut voir ça comme des graines qui ont été plantées, du coup pas des bonnes graines, et avec l'enfant grandissant, grandit, mûrit ces graines qui ont été plantées dans sa tête jusqu'à diaboliser l'alimentation et développer un mauvais rapport avec le fait de s'alimenter. Et malheureusement, les médias, les réseaux sociaux et tout ça n'aidant pas, parce qu'on est quand même toujours dans le culte du corps parfait, sans parler de la maigreur, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est passé, mais on est toujours dans cette optique de l'esthétisme, etc. Avec ces petites graines qui ont été plantées à l'âge de l'enfance. Tous les messages qu'on peut voir en permanence sur les réseaux sociaux, il faut manger ceci, il faut pas manger cela, il faut manger les aliments dans tel ordre, à telle heure, il faut éviter ça, enfin, le tout bien mélangé dans le cerveau d'un adolescent ou d'un jeune adulte, en général, ça fait un cocktail assez explosif. On sait plus comment manger, on sait plus quoi faire, et paf, on développe de l'orthorexie, de l'anorexie, des crises de boulimie parce qu'on va se priver de manger telle chose parce que tel influenceur a dit que c'était pas bon alors qu'on en avait envie. On tombe très vite dans un cercle vicieux. Bon, du coup, dans tout ça, est-ce qu'on peut en guérir des TCA? La réponse est oui, clairement. Est-ce qu'on peut en guérir seul? Non. Là, je vous dis non. Les troubles alimentaires, comme on l'a dit plus tôt, c'est vraiment un trouble lié au psychisme, lié au mental, c'est psychologique. Ce sont des pensées qui sont en permanence dans notre esprit, dans notre tête, des choses qu'on arrive à se persuader soi-même. On s'enferme dans cette espèce de prison de verre tout seul, on se cloisonne, et faire tomber soi-même des barrières qu'on a montées soi-même, c'est quasi impossible. Donc l'aide extérieure est indispensable. Parfois, il suffit d'un rien, d'une personne qui va nous montrer vraiment que ce qu'on faisait, il y a d'autres options. Parfois, il suffit d'une parole d'un ami ou de passer même 2-3 jours avec un ami qui va nous couper les routines d'un coup qu'on s'était imposé. Ça peut créer des déclics qui vont amener à la guérison. Parfois, les troubles qui sont très très ancrés, très présents depuis de nombreuses années, ça demande un accompagnement vraiment quotidien, l'aide de quelqu'un en permanence pour réussir à combattre les TCA. Il est important de trouver quelqu'un qui saura écouter sans juger, qui sera déculpabilisant vis-à-vis de l'alimentation, qui sera encourageant et surtout qui sera compréhensif et très patient et qui sera capable de faire tomber les barrières que vous vous êtes mis tout seul. Alors, selon les troubles alimentaires, un simple nutritionniste peut être suffisant si c'est des troubles qui se sont développés suite à une malconnaissance de l'alimentation. Donc là, notamment au niveau de l'orthorexie. C'est des troubles en général beaucoup plus profonds comme l'anorexie, qui est vraiment le trouble que je qualifie plus profond psychologiquement. Là, vraiment, ça demande un suivi beaucoup plus important, beaucoup plus quotidien d'ailleurs. Je pense que on peut pas s'en passer. Et voire même avoir un suivi de plusieurs personnes, autant un thérapeute qu'un coach, qu'un nutritionniste. Vraiment travailler sur tous les points de vue, de tous les côtés pour vraiment s'en sortir. Là où je vais pas me faire des copains, malheureusement, alors après, voilà, ça reste mon avis personnel et l'avis que je me suis forgé aussi de ce que j'ai pu voir, des témoignages que j'ai pu entendre. Tout ce qui est établissement spécialisé dans la guérison. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans un podcast.
Et sincèrement, j'en pense pas du bien. C'est des établissements qui vont régler le problème physique, c'est-à-dire une personne qui rentre pour anorexie, qui est en sous-poids, on va lui faire prendre du poids. Une personne qui rentre pour boulimie, qui est en surpoids, on va lui faire perdre du poids. Est-ce qu'on fait un travail sur le côté psychologique ? Je n'en dirai pas plus parce que je n'en ai pas forcément le droit, mais je pense que vous avez compris mon avis. Donc le plus important quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, c'est de s'adresser aux bonnes personnes. N'écoutez pas le premier venu sans savoir, renseignez-vous et vraiment faites-vous accompagner des bonnes personnes. Sinon, c'est juste replonger de plus belle dans le trouble du comportement alimentaire, voire s'y enfermer encore plus. Un trouble du comportement alimentaire, c'est jamais un choix, c'est juste une souffrance qui est vécue, silencieuse, qui va la consumer de l'intérieur. Une souffrance invisible au final qui peut être compris réellement que par quelqu'un qui l'a déjà vécu. Donc demander de l'aide ne sera jamais un signe de faiblesse, c'est au contraire un acte très courageux que je vous encourage à faire. Si aujourd'hui vous souffrez d'un trouble du comportement alimentaire, ce sont des troubles qu'il ne faut pas prendre à la légère, qui peuvent avoir de très graves conséquences à tous les niveaux, comme je vous l'ai expliqué, que ce soit au niveau physique, mental, social, dans le cercle de la famille. Et si on ne fait rien, la flamme qui vous consume va devenir un feu incontrôlable qu'on ne saura plus éteindre. Donc je terminerai là-dessus en vous disant que n'attendez pas un déclic, n'attendez pas que ça passe tout seul. Toutes ces choses-là n'arrivent pas. Il faut que vous agissiez de vous-même, demandez de l'aide. Il y a des gens prêts à vous aider, il faut juste savoir leur tendre la main. Ensuite, j'aimerais parler un petit peu de mon parcours personnel car c'est une question qu'on me pose souvent. Comment j'ai fait, moi, pour me sortir des troubles du comportement alimentaire ? Car, pour remettre un petit peu de contexte, j'ai souffert d'anorexie mentale pendant plus de 10 ans. En fait, ça a démarré, j'étais à peu près adolescente, avec des périodes de rémission, on va dire, où c'était un petit peu plus calme en tout cas. Mais ça a toujours été au final comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et les troubles du comportement alimentaire revenaient à chaque période, on va dire, un petit peu plus stressante, ou en tout cas où je n'étais pas bien, jusqu'à complètement m'engloutir à partir de la vingtaine, je vais dire. J'avais fait une dépression à ce moment-là et là ça a été terminé, ça a été une vraie descente aux enfers. Donc en fait ça a démarré, j'étais adolescente. Suite à des éléments personnels, on va dire, il n'y a pas d'intérêt à ce que je rentre dans le détail, mais j'avais voulu commencer à perdre du poids. Et après, parcours typique, on commence à manger moins, on voit qu'on perd du poids, se peser tous les jours, manger moins, se peser tous les jours, manger moins, qu'à ne plus manger. Et après le problème c'est qu'on rentre dans ce cercle infernal, on se complaît dans la maigreur sans s'en rendre compte forcément de à quel point on est maigre. Donc j'avais fait une dépression vers la vingtaine. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais aussi devenue maman. Ma fille, j'avais 20 ans. Et j'ai complètement sombré en fait dans l'anorexie mentale. Manger le moins possible, faire le plus de sport possible, évidemment du cardio, tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais vraiment le processus classique, on va dire, du trouble alimentaire et de l'anorexie. Chacune de mes pensées tournait autour de l'alimentation. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger ? Comment je vais faire pour manger le moins possible en termes de calories, sans forcément mourir de faim non plus, au point que je faisais des malaises tout le temps. Dès que je devais sortir, j'avais des malaises assez régulièrement. Ça m'empêchait pas de me tuer au sport à côté. Et en fait, ce qui a commencé à m'alerter un petit peu, c'est que je devenais incapable en fait de m'occuper de ma fille. Parce que la moindre activité qu'on faisait ensemble, il me prenait des malaises. Donc au fur et à mesure du temps, je me rendais compte évidemment que ce que je faisais c'était pas normal, que c'était pas une vie, que personne faisait ce que je pouvais faire avec l'alimentation, faire du sport à outrance, ne rien manger, être tout le temps dans l'angoisse, refuser des sorties au restaurant par peur des calories. J'étais consciente que c'était pas normal, mais ce qui m'a fait vraiment une première prise de conscience, c'est le fait que je devenais incapable de m'occuper de ma fille et je voulais pas en fait qu'elle ait ce genre de mère, tout simplement. Et je me disais que si un jour ma propre fille était amenée à faire la même chose que ce que je fais là, ce serait dramatique. Je voulais pas ça, je voulais être un exemple pour ma fille, un exemple à suivre. Donc j'ai commencé à prendre un premier coaching pour me sentir encadrée en fait, parce que par moi-même, je me sentais pas capable de réaugmenter mes apports et de prendre du poids. Ça me faisait peur de faire ça toute seule. J'avais besoin de quelqu'un pour me guider à le faire, qui m'encadrait et ça me permettait d'être sûre que j'allais pas faire de conneries. Alors ça a guéri entre guillemets le côté physique. Je n'étais plus en sous-poids. Je mangeais, oui, mais à l'intérieur, c'était la guerre non-stop entre moi et mes pensées. Et c'est cet aspect-là qu'on oublie souvent dans les troubles du comportement alimentaire, c'est que même si on guérit la partie physique, s'il n'y a pas de travail sur la partie psychologique,
à tout moment on peut ressombrer. Et encore une fois, je remets l'image de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Qui m'a permis en fait de guérir aussi ce côté psychologique, simplement de me forcer. Toutes les choses qui me faisaient peur, c'est justement ces choses-là que j'allais faire en priorité. Plus je me forçais, plus en fait je prenais confiance en moi et plus je me rendais compte que je risquais rien. Et c'est à force de faire les choses comme ça, de me forcer à aller là où j'avais peur, de me forcer à sortir de ma zone de confort. Avec le temps, ça va de mieux en mieux, ça prend du temps. Et ensuite, c'est surtout le fait de m'entourer de personnes saines sur lesquelles je pouvais presque me calquer en fait et me rendre compte que en agissant comme des personnes qui n'ont pas de problème avec leur alimentation, qui mangent de tout de façon équilibrée, sainement, qui sont sains d'esprit vis-à-vis de l'alimentation, ça permet de s'identifier à eux, de faire comme eux et de voir qu'au final, c'est ok d'être normal en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée à guérir ce côté psychologique. Je citerai une personne parce que je pense qu'elle sait pas qu'elle a été d'une grande aide pour moi à ce niveau-là et c'est Maxime, Maxime LRNT sur les réseaux sociaux. Je pense que de toute façon si vous êtes là vous le connaissez aussi. C'est essentiellement grâce à lui, grâce à sa vision de l'alimentation que j'ai réussi à me débarrasser de cette épée en fait de Damoclès qui était au-dessus de ma tête. Donc entamer des démarches de guérison c'est important, se faire aider très important, mais il faut vraiment s'entourer de personnes qui sauront vous apporter du positif, en fait, vous élever et vous guider vers une relation plus saine et plus sereine à votre alimentation et surtout de toujours aller là où vous avez peur d'aller. C'est uniquement en vous forçant à aller vers ce qui vous fait peur que vous verrez qu'en fait, il n'y a rien à craindre et toutes ces peurs finiront par partir les unes après les autres. C'est long, c'est difficile et c'est un combat permanent pour vous et votre tête. Mais c'est un combat pour sa vie et c'est un combat personnellement que j'ai mené pour ma fille parce que je ne voulais pas qu'elle ait une mère malade. Je voulais vraiment être son pilier et pour ça, il fallait que je sois forte autant physiquement que dans ma tête. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver. Si j'ai un conseil à vous donner, si aujourd'hui vous souffrez d'un trouble du comportement alimentaire, quel qu'il soit, faites-vous aider, mais surtout faites-vous aider par les bonnes personnes. Et si vous battre pour vous n'est pas une raison suffisante, que c'est souvent le cas, on est la première personne qu'on trahit le plus souvent malheureusement. Donc si vous battre pour vous, pour votre vie, pour votre bonne santé, votre bonheur n'est pas suffisant, faites-le pour vos proches, votre famille, vos enfants, votre mari. Trouvez quelqu'un, quelque chose pour qui vous êtes prêt à vous battre. Servez-vous de ça pour avancer. On peut toujours en discuter en commentaire ensemble. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Dites-moi en commentaire également quel sujet vous voulez que je traite. Et dans tous les cas, on se retrouve sur Instagram et ici pour les prochains podcasts. À bientôt.